La police regrette d'avoir arrêté un vétéran âgé. Les agents du FBI arrivent au poste une demi-heure plus tard. Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Pin Hill, petite bourgade du Missouri nichée entre des collines couvertes de chênes et de sycomores, semblait figée dans une époque révolue. On y trouvait une seule station-service, un bureau de poste, 2 églises, l'une baptiste, l'autre méthodiste et un dîner aux vitres ternies où les habitués venaient noyer l'ennui dans des mugs de café tiède. Dans cette ville, les visages nouveaux étaient une rareté. Et les gens ici avaient la mémoire longue, parfois trop longue. La moindre silhouette étrangère déclenchait une vigilance diffuse, un réflexe ancestral, à peine voilé par la courtoisie du Midwest. Ce matin-là, un homme apparut au bout de Main Street. Il marchait lentement, d'un pas pesant mais digne, comme s'il portait non seulement son âge, mais tout un monde sur les épaules. Sa peau sombre contrastait avec les façades délavées des commerces et les regards furtifs qui suivaient chacun de ses pas. Il tenait dans sa main droite une canne en bois foncé, patinée par le temps et gravée de symboles anciens africains, pensait-on, bien que personne n'osât demander. Il s'appelait James Carter, mais personne ici ne le savait encore. Il portait un long pardessus brun, élimé au col, mais soigneusement brossé. Sur sa tête, un chapeau de feutre au bord large couvrait en partie ses cheveux grisonnants, taillés courts avec une précision militaire. Ses bottes, noires et robustes, étaient si bien cirées qu'elles brillaient sous la lumière du matin, comme un vestige d'un autre temps. Il s'arrêta brièvement sur le trottoir, levant les yeux vers le ciel pâle de l'hiver, comme pour s'orienter, ou peut-être se recueillir. Puis, sans un mot, il poussa la porte du Pin Dîner, dont la clochette tinta faiblement, brisant le silence contenu du lieu. À l'intérieur, l'air était saturé de l'odeur persistante de bacon roussi, de café brûlé et de solitude. Des banquettes en cuir rouge, craquelées par les ans, bordaient les murs. Un vieux jukebox, éteint depuis longtemps, trônait près de l'entrée, recouvert d'une fine couche de poussière. Au mur, des photos jaunies de la ville d'autrefois. Un défilé militaire de 1962, une équipe de baseball locale, une remise de diplôme. Rien n'avait bougé depuis des décennies, à part le papier peint qui se décollait. James s'installa lentement à une table dans le coin le plus discret, près de la grande baille vitrée. Il posa sa canne contre la banquette et croisa les mains sur la table. Ses yeux, d'un brun profond, observaient la rue, mais semblaient voir au-delà, loin derrière ou loin devant, on ne savait pas. Il ne dit rien. Il ne regarda personne. Il semblait attendre. La serveuse, Heather Malone, la trentaine épuisée et le cœur durci par des années de petits boulots, s'approcha. Son tablier portait des traces de sirop et de graisse. Ses cheveux blonds, attachés à la va-vite, révélaient quelques mèches blanches précoces. Elle le scruta un instant. Son instinct lui soufflait méfiance, mais quelque chose dans le regard de l'homme l'empêchait d'être brusque. « Un café » demanda-t-elle d'une voix neutre. James hocha lentement la tête. « Noir » répondit-il, sans détourner les yeux de la vitre. Heather sentit une gêne l'envahir. Il n'était ni hostile, ni bizarre, juste silencieux. Trop silencieux. Son calme avait quelque chose d'inhabituel, presque troublant. Au comptoir, un vieil homme releva la tête. Greg Turner, ancien marine, vétéran du golfe, reconnut immédiatement la posture. Ce dos droit, ses bottes impeccables, ce regard qui ne fixe rien mais surveille tout. Et pourtant, il fronça les sourcils. « Ce type ne vient pas d'ici », murmura-t-il au barman. « On devrait appeler le shérif. On sait jamais. Avec ce qui se passe dans ce pays. » Heather hésita. L'air s'était alourdi dans le dîner. Les conversations s'étaient arrêtées. Même le grésillement du grill semblait suspendu. Finalement, elle prit discrètement son téléphone derrière le comptoir. « Sheriff Collins. Y a un homme ici. Je sais pas. C'est peut-être rien. Mais il a l'air bizarre. Non, pas menaçant, mais... Vous devriez venir. » 10 minutes plus tard, la porte du dîner s'ouvrit à nouveau. 2 silhouettes entrèrent. Sheriff Ryan Collins, 56 ans, moustache taillée au millimètre, bottes de cow-boy, ceinturon en cuir usé et regard dur. À ses côtés, Kyle Benson, son jeune adjoint, encore mal à l'aise dans son uniforme, la main posée trop vite sur sa ceinture. James N. Bougeapas. Il sirotait son café, pensif.
Le shérif s'approcha lentement. Bonjour, monsieur. Puis-je savoir ce que vous faites ici? Vous n'êtes pas d'ici, n'est-ce pas? James tourna lentement la tête vers lui. Non, répondit-il d'un ton neutre, calme. Vous avez une pièce d'identité? L'homme sortit son portefeuille de cuir vieilli. Il le posa sur la table et l'ouvrit avec soin. À l'intérieur, une carte d'identité au nom de James Edward Carter et une plaque militaire vieille, abîmée, mais parfaitement lisible. US Army. Retired. Colonel. Le shérif jeta un coup d'œil. HM. Beaucoup de gens se font passer pour des vétérans de nos jours, vous savez. Il regarda autour de lui, comme s'il cherchait l'approbation des clients, tous silencieux. Vous avez une adresse ici? Un rendez-vous, peut-être. Je suis venu retrouver quelqu'un. Une promesse ancienne, dit James. Collins haussa les sourcils, sceptique. Ça ne suffit pas. On va devoir vous emmener au poste, le temps de vérifier tout ça. James se leva lentement, sans un mot. Il récupéra sa canne, remit son chapeau. Aucun signe de colère. Juste une lassitude discrète. Comme s'il avait connu 100 fois ce moment. Il connaissait ce scénario. Trop bien. À l'intérieur du commissariat de Pin Hill, l'atmosphère était lourde, imprégnée d'un silence pesant, ponctué uniquement par le cliquetis métallique des clés sur le trousseau du shérif Collins. James Carter avait été conduit là, sans cérémonie, sans explication. Il n'y avait eu aucune question sur son identité réelle, aucune vérification approfondie. Simplement un ordre tacite, le mettre à l'écart, dans une cellule étroite et froide, qui sentait l'humidité et la peinture écaillée. Les barreaux s'étaient refermés derrière lui avec un bruit sec. Il n'y avait pas de chaise, pas de table, seulement un mince matelas posé sur un banc en béton. James s'était appuyé contre le mur, les mains croisées derrière le dos, immobile. Les agents qui l'avaient arrêté s'étaient rapidement éloignés, murmurant entre eux, embarrassés, comme s'ils avaient commis une erreur mais n'osaient pas l'admettre. Ni son passé, ni ses intentions. Personne ne s'était donné la peine de creuser plus loin. 30 minutes plus tard, un grondement sourd rompit la monotonie tranquille du poste. 3 véhicules noirs, imposants et blindés, s'arrêtèrent devant l'entrée principale. Leur peinture mate reflétait faiblement la lumière blafarde du matin. Les portes arrière claquèrent, libérant 4 agents du FBI en tenue sobre mais élégante, leur démarche assurée trahissant l'urgence de leur mission. À leur tête, spécial agent Laura Whitman, une femme dans la quarantaine, au visage déterminé encadré par des cheveux châtains tirés en queue de cheval, sortit son badge avec une rapidité professionnelle. « Nous sommes à la recherche du colonel James Edward Carter », annonça-t-elle d'une voix ferme, tranchante comme un coup de sabre. « Où est-il » Le shérif Collins, figé, sentit son visage se décomposer. La couleur lui manqua. Il balbutia, les yeux écarquillés. « Vous parlez du vieil homme qu'on vient de placer en cellule ?»« Celui-là même, » répliqua Whitman sans ciller. « Cet homme est une légende vivante, monsieur le shérif. » Elle jeta un regard rapide à ses collègues, qui commencèrent à consulter leurs tablettes. Il a servi dans 3 conflits majeurs, reçu la Medal of Honor, la plus haute distinction militaire américaine, dirigé des opérations spéciales classifiées, et formé des dizaines de généraux aujourd'hui en poste. Il est ici sur demande express du département de la Défense. Le shérif ouvrit la bouche, mais aucun son ne sortit. Whitman poursuivit, avec une pointe d'amertume dans la voix. Ce jour était censé être une journée d'honneur. Pas une humiliation. L'un des agents alla chercher la clé. Un clic métallique résonna alors que la lourde porte de la cellule s'ouvrait. James se tenait debout, impeccable malgré l'étroitesse du lieu. Ses mains étaient croisées derrière le dos, son regard calme posé sur les agents. Un léger sourire fendit son visage marqué par les ans. « Je vois que Washington ne m'a pas oublié », dit-il d'un ton mesuré. El agent Whitman se abanca, aducisan son expression. Colonel Carter, nous sommes sincèrement désolés pour ce qui s'est passé ici. Cette ville ne savait pas. James la regarda longuement, une douceur étrange dans ses yeux. Ils ne savaient pas. Ou ils n'ont pas voulu savoir. Interrogea-t-il, la voix basse, comme s'il soulevait un poids invisible mais écrasant. C'est toute la question, n'est-ce pas? Alors qu'on le menait vers les SUV noirs qui attendaient à l'extérieur, une agitation grandissante éclata autour du poste. Des voitures de presse, des caméras,
des smartphones brandis par des passants. Quelqu'un avait filmé son arrestation et diffusé la vidéo sur les réseaux sociaux. L'image d'un vétéran noir, arrêté sans raison apparente, avait déclenché une onde de choc viral. Avant de monter dans le véhicule, James se tourna vers le shérif Collins, son regard perçant. « Vous savez ce qui est le plus ironique dans tout ça ?» dit-il lentement, avec un soupir. Collins serra les poings, honteux, baissant les yeux. « J'ai risqué ma vie pour défendre ce pays, » expliqua James, sa voix tremblante d'émotion contenue. « J'ai été blessé à Fallujah, en Corée, au Sahel. Mais c'est ici, dans mon propre pays, que je me sens le plus suspect. » Le silence tomba lourdement. Collins ne répondit rien. Ce moment suspendu, ce choc d'une réalité brutale, allait marquer le début d'un long combat pas seulement pour James Carter, mais pour tous ceux qui, malgré leur dévouement et leur sacrifice, restent invisibles, oubliés ou jugés à tort. L'après-midi était doux, presque printanier, alors qu'une foule s'était rassemblée dans le parc central de Pin Hill. Ce petit espace vert, au milieu des bâtisses vieillottes et des boutiques aux enseignes usées, était devenu le théâtre d'un moment historique. À l'origine, l'événement n'était qu'une idée improvisée, lancée par quelques vétérans de passage et des habitants solidaires. Mais très vite, le maire lui-même avait pris la parole pour officialiser la cérémonie, invitant la population à honorer non seulement le colonel James Edward Carter, mais aussi la mémoire de tous ceux qui avaient servi, sacrifié, et qui, souvent, avaient été oubliés. Des drapeaux américains flottaient au vent, certains portés par des anciens militaires, d'autres par des enfants curieux. Sur une estrade modeste, décorée de fleurs blanches et de photos anciennes, James Carter s'avança, appuyé sur sa canne, le visage grave mais serein. Le murmure de la foule s'éteignit aussitôt que sa voix s'éleva. « Je ne suis pas venu ici pour qu'on me célèbre », déclara-t-il d'un ton calme et profond, comme s'il s'adressait d'abord à lui-même. Il marqua une pause, les yeux fixés au loin, comme revivant un souvenir lointain. « Je suis venu honorer la mémoire d'un ami enterré ici. Un homme blanc, John Matthews, mon frère d'armes, tombé à mes côtés au Vietnam. » Un léger frisson parcourut l'assemblée, consciente que ces mots transcendaient toutes les divisions. Nous nous étions promis que si l'un survivait, il viendrait saluer l'autre. J'ai mis 50 ans, mais j'ai tenu parole. James se tourna vers la foule, le regard pénétrant. Ce n'est pas moi qu'il faut plaindre. Un souffle parcourut la foule. C'est notre mémoire collective. Celle qui oublie trop souvent que le courage n'a pas de couleur, que le sacrifice n'a pas d'accent, et que la dignité, elle, ne se prouve pas, elle se reconnaît. Un silence solennel s'installa, chargé d'une émotion palpable. Puis, comme une onde libératrice, les applaudissements éclatèrent. D'abord timides, puis longs, profonds, humbles. Chaque main frappant la paume d'une autre était une promesse renouvelée. Ne plus laisser l'ombre du passé étouffer la lumière du présent. 2 jours plus tard, le shérif Ryan Collins, accablé par sa propre conscience et la pression médiatique, annonça sa démission lors d'une conférence de presse où il peina à regarder les journalistes dans les yeux. « Je reconnais avoir manqué de discernement », avoua-t-il, la voix brisée. Pin Hill mérite un leadership qui représente toutes ces voix, sans préjugés. Le commissariat local fut placé sous enquête fédérale. De nouvelles formations sur la discrimination et le respect des droits civiques furent instaurées. Dans les semaines qui suivirent, Pin Hill changea. Lentement, mais sûrement. Des groupes communautaires se formèrent, des discussions s'ouvrirent sur l'histoire, les préjugés et les moyens d'avancer ensemble. Quant à James Carter, fidèle à lui-même, il repartit dans le silence qu'il avait toujours cultivé. Avant de quitter la ville, il fit une halte au cimetière municipal. Sous un ciel éclatant, il s'agenouilla devant la tombe de John Matthews. Dans sa main, une rose blanche, symbole de paix, d'honneur et de souvenir. Il la déposa avec soin, les doigts effleurant la pierre gravée. Il n'avait rien demandé, sinon qu'on se souvienne. Qu'on se souvienne que derrière chaque visage, chaque couleur, chaque histoire, il y a une humanité commune, fragile mais invincible. Et qu'un jour, peut-être, un vieil homme noir pourrait entrer dans un café, simplement comme un homme, sans jamais être une menace.